Nous sommes en mars et j'ai des chefs-d'œuvre à vous conseiller. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans la vidéo des 5 films à voir dans sa vie. L'objectif est que vous regardiez au moins un film par semaine, vous avez tout le mois de mars pour le faire, et j'ai envie que vous réfléchissiez à ce que vous regardez. C'est pas juste bêtement regarder des œuvres, essayez aussi de réfléchir à pourquoi, comment, et d'interpréter un peu ce qui se passe. J'ai créé une liste Letterboxd avec tous les films du Reg Ciné Club, j'ai mis à jour mon top 4 Letterboxd. Regardez s'il vous plaît les films en VOSTFR. Les films sont disponibles sur les plateformes en Blu-ray ou avec un VPN, clin d'œil, clin d'œil. C'est ok de ne pas aimer tous les films de la liste, l'objectif est que vous aimiez au moins un film, mais que vous essayiez la majorité, voire tous. D'abord, je vais vous donner mon avis rapide sur les films du mois précédent, ensuite je vais vous donner la liste des films à voir ce mois-ci. Il y en a 4 en priorité, un bonus et une série bonus aussi. Et évidemment, il n'y aura pas de spoiler. Le premier film que j'ai conseillé le mois précédent est le portrait de la jeune fille en feu, et j'ai envie de reparler de cette œuvre que j'ai jamais évoquée je pense sur ma chaîne YouTube, mais c'est l'un des plus beaux films que j'ai vu de ma vie, l'un des plus touchants, l'un des plus poignants. Pour faire simple, c'est l'histoire d'une femme au XVIIIe siècle qui va rejoindre une sorte de manoir afin de secrètement peindre une jeune femme qui refuse d'être un modèle. Du coup, elle doit passer du temps avec elle et en même temps commencer à mémoriser un peu ses traits du visage, ses mains, afin de la dessiner et de créer une sorte de peinture pour une famille assez riche, évidemment, avant le délai donné, c'est-à-dire une semaine, et donc faire ça en secret. Donc il y a une tension qui se crée par rapport au fait de faire ça en secret. En même temps, cette jeune femme, elle est un peu triste, un peu dépressive. Il y a plein de choses qui se passent dans cette œuvre, et c'est à peu près 1h50 de ces femmes-là qui commencent à se connaître. Et c'est vraiment l'une des plus belles histoires d'amour que j'ai vues de l'histoire du cinéma, ou en tout cas de ces dernières années. Pour faire très simple, il y a plein de choses que j'adore dans le film. J'adore le lien qui est fait entre l'amour éphémère, presque estival, et en même temps éternel grâce à l'art, vu qu'elle va peindre. Il y a aussi une allégorie par rapport à Orphée et Eurydice, j'ai pas envie d'entrer dans le détail par rapport à ça, mais d'un coup, en fait, la peinture, elle sert à ancrer pour toujours la relation amoureuse, et le mythe sert vraiment à confronter la manière dont les deux femmes voient la relation. Entre souvenirs, courage, peur, mélancolie, il y a tellement de choses magnifiques qui se passent dans ce film, et la fin va parfaitement jouer sur ça. C'est l'une des meilleures fins pour moi de l'histoire du cinéma. Je suis toujours hypnotisé évidemment par la douceur de la mise en scène qui unit progressivement les deux femmes dans le cadre. Il y a un vrai travail de composition qui est fait que j'aime énormément. Elles partagent des parties du corps grâce à des miroirs ou juste par l'angle, au fait tout simplement, qui leur donne qu'un seul visage à deux. Il y a plein de plans que je trouve tellement intelligents et tellement forts et touchants. En fait, il y a une forme de consentement et d'égalité juste par les choix de mouvement et de la caméra fixe à certains moments, qui les observent s'aimer. Il y a beaucoup de caméras fixes, c'est vrai, et je trouve que ça met bien en reflet la peinture de l'œuvre aussi, parce que c'est vraiment montré comme une peinture d'antan, et tout va tourner autour du corps et de comment le posséder, surtout avec l'intrigue. Il y a une intrigue d'avortement que j'ai pas envie de spoiler en détail, mais il se passe un truc par rapport à ça que je trouve assez touchant. Donc oui, au fait, c'est comment se réapproprier le corps, comment se réapproprier les sentiments, l'amour de manière générale, sans même parler un peu de ce feu qui est évidemment passionnel, ça devient un phare nécessaire dans la vie des deux femmes qui sont toutes les deux un peu perdues. Une doit partir à Milan se marier, l'autre elle flâne un peu dans sa vie et sait pas trop quoi ressentir, comment être. Elles souffrent toutes les deux, et justement la flamme de l'amour arrive à un moment crucial pour leur vie. Ça en dit long sur la féminité et la communauté qui se crée autour des femmes. Il y a quasiment pas d'hommes dans le film pour le coup, même si les hommes se font un peu ressentir. C'est un film qui est vraiment féminin. Beaucoup disent que c'est genre le film parfait pour le female gaze. Bon, moi c'est un peu compliqué parce que je suis pas une femme, du coup j'ai du mal à analyser un peu le female gaze, mais tout le film parle des femmes qui sont effacées par les hommes jusqu'au moment où elles s'approprient de nouveau leur histoire. Il y a un truc sur l'histoire, sur comment l'histoire de l'art survit, sur comment on fait passer des messages et ce genre de choses que je trouve assez touchant, sans même parler de chaque plan qui, oui, ressemble volontairement à une peinture du 18e avec l'éclairage naturel, on ressent la texture évidemment du film, tout est palpable et les couleurs servent la narration, le bleu pour la tristesse, le rouge pour la passion, le vert pour la transformation, ce genre de choses. Il y a une métamorphose quand même dans le film. Il n'y a aucune musique, en fait c'est juste la passion entre les deux et le crescendo émotionnel ardent en fait entre les deux actrices qui crée quelque chose vraiment d'unique, je trouve. Alors il y a des musiques dans le film, ce qui est un petit peu différent, mais majoritairement le film est assez silencieux. J'adore le rythme en fait, parce que la lenteur et la manière dont elles se retiennent est presque plus fort que l'explosion finale émotionnelle entre elles. Donc je l'ai vraiment revu à la hausse, j'avais beaucoup aimé à l'époque, mais là je l'ai revu à la hausse, j'ai adoré le revoir. Je voulais limite le finir et le revoir juste après, tellement j'ai apprécié le revoir, juste pour recapturer un peu cet instant
de désir et tout. Franchement, c'est un chef-d'œuvre pour moi. Donc, regardez le portrait de la jeune fille en feu, c'est trop bien. Vous êtes 32% à l'avoir vu et c'est déjà très bien et très cool, je trouve. Pour changer complètement de sujet, même si on reste avec du feu, c'est Man on Fire de Tony Scott. Je vous jure, ça n'a rien à voir en termes d'absolument tout. Mais j'adore Man on Fire de Tony Scott, le frère évidemment de Ridley Scott. Ils ont fait tellement de films, alors pas ensemble, mais ils ont fait tellement de films complètement différents. Pour le coup, Tony Scott, c'est un peu le roi de l'action, d'un certain point de vue, hein. Chacun a son avis sur ça. Mais j'adore Man on Fire, qui en fait est l'histoire d'un homme alcoolique, ex-militaire, interprété par Denzel Washington, qui est donc au Mexique et doit protéger une jeune enfant de potentiels kidnappeurs. C'est l'histoire d'un homme qui va arriver dans un nouveau pays, qui va s'adapter à tout ce qui se passe et vivre avec cette famille. Donc évidemment le père, la mère et l'enfant. Mais en même temps, il doit cacher son alcoolisme à la famille, mais il est tout le temps alcoolisé, quoi. C'est un mec qui est constamment bourré, mais c'est l'un des meilleurs aussi. Et c'est ça qui est intéressant dans le film, c'est que le film se concentre sur lui, sur son apport à la famille, sur son apport à l'enfant. Évidemment, je veux dire, c'est un film de kidnapping, quoi. Donc l'enfant va se faire capturer, c'est le principe de l'œuvre, hein. Elle se fait kidnapper et c'est lui qui doit la retrouver. Mais ça arrive très tard dans le film. Pourquoi? Parce que Tony Scott s'intéresse à la relation de cet homme avec cet enfant. Il devient une sorte de père de substitution parce que le père, il est jamais là, il bosse, il a plein de business hyper importants. Du coup, il doit un petit peu faire profil bas dans sa famille pour se concentrer sur le travail. Et il y a plein de choses qui se passent évidemment par rapport à ça. Mais j'adore la manière dont il se concentre vraiment sur la relation avec lui, cet enfant, la manière dont il devient ce père. Parce que du coup, lorsqu'il se fait kidnapper, on ressent beaucoup plus d'émotions. Donc il y a 1 heure sur ça et une autre heure sur évidemment lui qui va la rechercher. Et j'adore parce qu'en fait Tony Scott il crée un truc que j'aime beaucoup qui est non pas une grande histoire incroyable, mais il se concentre sur l'ambiance, il se concentre sur les visuels, sur le montage, sur la musique. C'est un mec qui est vraiment très esthétique par rapport à ça. C'est un esthète de musique avec évidemment Hans Zimmer, beaucoup de musique qui fait penser à Gladiator parce que c'est littéralement la même chanteuse qui s'en occupe, Lisa Gerrard. Il y a plein de choses par rapport à ça, le montage qui est frénétique mais t'es jamais perdu, cette couleur très jaunâtre, un peu Mexique qui marche du tonnerre, Denzel qui est complètement mais à fond dans son rôle. Je trouve que c'est l'un de ses meilleurs rôles et l'un de ses meilleurs films. Je trouve que Man on Fire c'est meilleur que Training Day par exemple. Alors c'est différent évidemment, mais je le trouve tellement plus impliqué, à quel point il est touchant, il est fort. Et ça que j'aime beaucoup chez Tony Scott, c'est la manière dont il va vraiment approcher son œuvre, quoi. Oui, il y a des thématiques un peu classiques, un peu la Gladiator, hein, sur le sacrifice et sur la résurrection. Il y a un côté très biblique, religieux à l'œuvre, mais vraiment vous le regardez pour l'ambiance, quoi. Vous le regardez pour l'esthétique, pour les slow motion, pour les plans qu'il va concocter, et c'est un film d'action, quoi. Donc il y a un mélange parfait de beauté visuelle qui te met vraiment dedans, qui te donne envie de regarder les 2h20, un rythme qui est génial, qui est émouvant et qui en même temps est tellement bien ficelé à droite à gauche entre les scènes d'action, les fusillades, à quel point le film devient brutal et violent. Et c'est plus qu'un film de kidnapping, mais j'ai pas envie de spoiler, ça va dans quelque chose de bien nouveau et différent, et ça crée un truc qui est, oui, une sorte de film assez unique à regarder, parce qu'en termes de mise en scène, il a réussi à créer quelque chose qui fédère, je trouve, et qui en même temps va beaucoup diviser. C'est-à-dire que les gens qui vont adorer ce que fait Tony Scott ici, ils vont être à fond dedans, dont moi. Ils vont vraiment être méga fans, ils vont en redemander des caisses et des caisses par la suite, et c'est quand même 2h20, et moi j'ai adoré chaque instant. Et en même temps, ceux qui n'aiment pas le style de Tony Scott, ça va être très compliqué. Parce qu'évidemment, il va en faire des caisses, parce qu'évidemment, il y a des trucs qui sont un peu kitsch, un peu ringards, et en même temps, je trouve tellement sincère, honnête dans son approche, et tu vois qu'il y a une pure émotion qui se dégage grâce à ses visuels, grâce à l'acting. Il dirige super bien, il y a des retournements de scénario qui sont vraiment bien trouvés. Je trouve que c'est un film qui a maîtrisé toutes ces thématiques christiques forcément, mais aussi qui va contraster ce qui se passe dans l'œuvre avec des visuels qui parfois ne marchent pas du tout ensemble en théorie, mais grâce à son travail sur littéralement tout, grâce à comment il mélange tout ça, ça fait un truc qui est, d'après moi, l'un des films les plus mémorables de la carrière de Tony Scott et un des meilleurs films d'action du siècle pour l'instant, parce que c'est en 2004 que c'est sorti, et j'ai envie de regarder ce film aussi à chaque fois que je l'ai fini, de le relancer, parce que j'ai envie de continuer l'histoire, j'ai envie d'être dedans encore une fois, et j'apprécie tellement, j'ai envie d'aller au Mexique après, vivre un moment un peu hors du temps. C'est un film que j'adore. C'est bourrin, mais c'est aussi super intelligent, maîtrisé, avec les courses en voiture, avec le montage, parfois un peu déconnecté de la narration, les nombreux acteurs secondaires qui sont présents. Franchement, c'est un film que je trouve assez surprenant dans tout ce qu'il fait, comment il gère tout ça, et je ne peux que le recommander parce que pour moi, c'est un grand film que vraiment tout le monde doit regarder, quoi. Donc si vous l'avez pas vu, honnêtement, allez-y parce que c'est une pépite d'action. Après, oui, évidemment, il faut aimer l'action, hein. C'est pas pour tout le monde, mais voilà, au moins vous avez quelque chose qui est l'un des films les plus satisfaisants d'action et en même temps beaucoup d'émotions visuelles et entre personnages. Et vous devez le regarder car vous n'êtes que 28% à l'avoir vu. Ensuite, j'ai envie de recommander un autre film qui n'a rien à voir encore une fois, c'est Le Piano de Jane Campion, et j'ai adoré ce film, je l'ai revu
aussi il y a quelques mois, et c'est donc l'histoire d'une femme et de sa fille qui vont arriver sur une nouvelle île avec leur piano familial. Donc cette femme, elle fait du piano, c'est sa chose la plus importante dans la vie avec sa fille, sauf que malheureusement, elle peut pas transporter le piano à travers la forêt, quoi. Comment tu fais pour transporter un piano? Du coup, elle passe beaucoup de temps sur la plage jusqu'au moment où quelqu'un va l'aider et elle va rejoindre la maison qui est promise, la maison dans laquelle elle va vivre pendant le restant de ses jours en théorie. Mais il se passe un truc assez intéressant, c'est que dans cette maison, malheureusement, il y a des hommes un peu particuliers. Il y a son mari, mais tu vois que la relation amoureuse n'est pas dingue, hein. Son mari qui est évidemment interprété par un acteur que vous adorez, hein, Sam Neill. Et en même temps, il y a aussi pas mal de locaux qui sont donc non pas blancs, hein, plutôt des Néo-Zélandais. Je pense que c'est des Maoris, si je dis pas de bêtises. Et en gros, il va avoir beaucoup de problèmes par rapport à elle, parce que d'un côté, elle est pas heureuse dans son mariage, mais elle vit quand même dans une situation très, très bonne, quoi, très belle. Certes dans la forêt, mais dans une belle maison. Son mari a l'argent. Et en même temps, ce monde autour d'elle, qui est colonisé, disons les choses, les Maoris qui souffrent, qui sont un peu des esclaves, qui sont à peine payés, qui connaissent peut-être la Nouvelle-Zélande, mais qui, voilà, vivent aussi entre guillemets, à cause, là, en ce moment, des Blancs qui sont arrivés, et va développer une sorte de relation avec un autre homme qui s'appelle Harvey Kettel, et cette relation-là, elle est purement d'elle qui va lui apprendre à faire du piano. Sauf qu'évidemment, ça va pas se passer comme prévu, ça va aller beaucoup plus loin, et je trouve que c'est une relation qui est très compliquée, quoi, parce que c'est un drame romantique qui va parler, évidemment, d'abus, de plein de formes différentes, de domination, de classe sociale, de comment on traite les locaux d'un nouveau pays, entre guillemets, parce que pour les Blancs, c'est un nouveau pays, et comment on va reconstituer une famille recomposée, parce que c'est son enfant, mais pas le sien. C'est hyper compliqué de ce point de vue-là, et j'adore parce qu'en fait, elle va se concentrer sur un peu le désir. T'as envie, parfois, en tant que femme, d'avoir un désir sexuel envers quelqu'un qui n'est pas forcément ton mari. Ton mari, t'es certes marié à lui, mais t'es un peu seul dans ta vie, tu te sens pas forcément très très bien, et je trouve qu'elle arrive à créer, Jane Campion, une sorte de tension entre les personnages, leurs envies interdites, une romance tragique dans un territoire qui est hostile, hein, qui est à peine dominé par les Blancs, parce qu'il n'est pas censé être dominé par les Blancs de manière générale, et je trouve que ça va parler d'expression artistique, expression personnelle, de comment tu gères tout ça, quoi, comment tu gères ton envie de faire du piano, et donc de l'art dans un milieu qui est peut-être pas favorable à ça, dans un milieu qui est compliqué, comment est-ce que tu t'adaptes à ce genre de choses, comment est-ce que tu deviens une meilleure personne, comment tu laisses un peu tes sentiments et émotions contradictoires se battre entre elles sans jamais flancher d'un côté ou d'un autre, et en même temps comment t'élèves ta fille, comment tu lui expliques certaines choses en tant qu'adulte, comment t'expliques la colonisation, comment t'expliques le désir, comment cette jeune fille va vivre tout ça. C'est à la fois touchant, c'est difficile à regarder à certains moments, c'est un très beau film je trouve, donc si vous aimez ces histoires à la fois d'amour, de désir féminin, de grands drames historiques, parce que je crois que c'est au 19e siècle aussi ou un truc comme ça, vous allez vraiment passer un bon moment devant le piano. Je crois que c'est La leçon de piano en français si je dis pas de bêtises, qui est vraiment un film que je trouve marquant, beau, touchant, et qui va vraiment rester en vous grâce aux idées de Jane Campion, grâce à l'acting qui est génial de tous les acteurs. Je crois que c'est l'Oscar le plus jeune de l'histoire, avec Anna Paquin qui l'a gagné l'année évidemment de sa sortie, elle était toute jeune. Évidemment, bref, ils sont tous très très bons, c'est un peu particulier aussi à certains moments, mais vous allez adorer, et ça va aussi vous confronter à plein de sentiments contradictoires que vous allez ressentir vous en tant que spectateur. Et vous n'êtes que 17% à l'avoir vu. Ensuite, j'ai envie de parler d'un autre film, mais cette fois-ci très très rapidement, c'est The Elephant Man. Pourquoi je vais pas en parler ici en détail? Car je me suis retapé quasiment tous les films de David Lynch, et je prévois une vidéo, évidemment, sur tous ces films, pour aller bien plus en détail sur chaque film, avec... j'imagine une version spoiler sans spoiler, mais revoir ce film, c'était pour moi une grande claque. Un petit résumé rapide, c'est l'histoire d'un médecin qui a vu dans un cirque une sorte d'homme-éléphant, il s'appelle comme ça. Un homme un peu particulier qui, voilà, a un problème physique un peu étrange, sauf que c'est une créature de cirque pour ces gens-là. C'est une bête de foire. Il y a beaucoup de drames historiques, je vais m'en rendre compte. Ils se passent tous quasiment à la même époque, 18e, 17e siècle, ce genre de choses, 19e. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ce docteur-là, il va à la fois vouloir profiter de cet homme, parce que c'est quand même une découverte médicale dingue, et va l'analyser. Donc il devient une nouvelle bête de foire, disons, pour les médecins plutôt que pour le public du cirque. Et en même temps, il va développer une relation, Anthony Hopkins, c'est lui qui joue le rôle principal, avec donc l'Elephant Man, interprété par John Hurt, une relation humaine, et va commencer à l'humaniser de plus en plus, chose qui n'a jamais été permise par le monde, et c'est ça qui est très fort, très touchant, très beau, très marquant. C'est l'un des films les plus académiques de Lynch aussi, avec une histoire vraie, et c'est pas une mauvaise chose, hein. Je préfère largement The Elephant Man, mais en même temps, je trouve qu'il arrive à tellement raconter un biopic de manière intelligente, forte, tout en ayant sa mise en scène, sa patte, sans oublier au fait ce qui est important, ce qui est essentiel, c'est cette humanisation et ce besoin de vraiment voir les gens autour de nous et ce qu'ils ressentent. C'est un peu classique, c'est peut-être le film de David Lynch le plus connu, mais à juste titre parce qu'il est vraiment très très bien et je vous le conseille
Encore une fois, j'en parlerai en détail dans une vidéo sur David Lynch. Je pense que je vais sortir en avril, mais regardez The Elephant Man, c'est absolument génial. Et c'est aussi le film le plus regardé de cette vidéo car vous êtes 44% à l'avoir vu. Et maintenant, j'ai envie de parler de deux films qui sont liés parce qu'ils font partie de la même trilogie. C'est la trilogie de la vengeance de Park Chan-wook. Vous savez, hein, il y a Old Boy qui est dedans, le plus connu, mais il y a deux autres films dans la trilogie. Le premier, c'est Sympathy for Mr. Vengeance, vous êtes 14% à l'avoir vu, et ça raconte l'histoire d'un homme sourd-muet dont la sœur aura besoin d'un rein, et pour cela il va vendre le sien en échange. Donc c'est hyper compliqué, c'est des trucs un peu illégaux, c'est le bordel évidemment. Il va rentrer en contact avec un groupe mafieux qui va l'aider. Je vais pas vous dire à quel moment et pourquoi intervient la vengeance, mais à partir de là ça va partir un peu dans tous les sens. Et ça que j'aime beaucoup en fait, c'est que c'est un film, vu que ça parle d'une personne sourde-muette, quasiment sans dialogue, ça joue à fond dans l'acting, déjà forcément de une sur le fait qu'il a cet handicap, mais surtout ça joue sur le suspense par rapport à ça. La comédie, parce qu'il y a beaucoup de blagues qui vont venir du fait que le mec ne peut pas entendre, et forcément la mise en scène aussi va jouer sur ça constamment, avec plein de panneaux type film muet pour faire passer certains dialogues, et c'est ça que j'aime beaucoup. Il y a des plans, je trouve, d'une intelligence vraiment folle, il y a une idée par plan constamment. Park Chan-wook qui est tellement inspiré pour ce film, je trouve que c'est un super beau film aussi visuellement, il raconte tellement de choses par la composition des cadres, par les différents décors qu'il a ici, il y a beaucoup de sensations différentes qu'on ressent aussi, qui sont très peu manichéennes, des vraies montagnes russes émotionnelles tout le temps, parce que c'est quand même un mec qui fait une dinguerie pour sauver sa sœur, et en même temps, et ensuite la vengeance arrive. Pourquoi, comment, ça serait vous spoiler, mais vous allez ressentir des choses très particulières. Il y a beaucoup de symbolique, encore une fois, voilà, c'est Park Chan-wook, il adore ça, il en fait quasiment tout le temps. Ça parle de prolétariat, comme fait souvent Park Chan-wook, de capitalisme, de révolte, une atmosphère de solitude aussi dans l'œuvre, qui est aussi gérée par la mise en scène, mais par les acteurs qui dégagent tellement, je trouve, de tristesse, et en même temps, t'as envie d'être de leur côté pour se venger et tout, parce que ce monde est violent à cause aussi de la solitude qui se crée, à cause aussi de cette violence sociétale, de ce capitalisme, des violences familiales, sexuelles. Et en fait, c'est pas vraiment un film d'action comme Old Boy, mais il y a beaucoup de scènes qui sont tout aussi marquantes, d'après moi, je trouve, qui sont présentes avec des fusils de Tchekhov, mais absolument incroyables. Et plus t'avances dans l'histoire, plus elle devient folle, avec un rythme posé, mais vraiment efficace, et pour moi la fin est incroyable. Donc c'est peut-être le moins action des trois, hein, la trilogie de la vengeance, mais c'est peut-être mon préféré à force. Faudrait que je revoie Old Boy, ça fait un moment que je l'ai pas vu, mais je trouve qu'il est tellement beau, il est tellement émouvant, il y a une relation entre les personnages que je trouve tellement réussie. Bref, c'est un film génial, regardez Sympathy for Mr. Vengeance. Et le troisième film de cette trilogie, qui est moins connu d'après les sondages que j'ai fait, c'est évidemment donc Lady Vengeance. Vous êtes 12% à l'avoir vu. Et en gros, c'est un film qui va tacler une version féminine de la vengeance, qui va mélanger forcément sororité, féminité, maternité et patriarcat. Gros rapport avec les hommes, évidemment, tout le film. Encore une fois, je vais pas vous dire pourquoi il y a une vengeance, d'où elle vient, comment elle intervient, qu'est-ce qui se passe. C'est un film qui est complètement différent aussi de Old Boy et Sympathy for Mr. Vengeance. Ça qui est bien, c'est que trois films sur la même thématique, mais en termes d'ambiance, d'identité, ils sont complètement différents. C'est un film qui est bien plus musical. C'est pas une comédie musicale, hein, attention, mais il y a beaucoup plus de musique. C'est pas un film qui est beaucoup plus bavard pour le coup, mais il y aura beaucoup plus de son. Là où le précédent, c'est un film sur un mec sourd-muet, il y a quasiment pas de son. Là, il y a beaucoup de musique, une ambiance musicale et visuelle qui te plonge dans l'histoire de vengeance, de traque, de tragédie de manière plus globale. Je trouve que c'est l'un des plus tristes, ça fait plus tragédie grecque que le précédent, peut-être un peu moins que Old Boy entre guillemets, mais c'est violent quoi. Il y a tout un passage en prison qui est brutal, qui est marquant. C'est un film qui est moins réaliste aussi, plus action, quand même moins que Old Boy, et qui va justement dans le symbolisme aussi à fond, complètement différent des autres. C'est une plongée dans la nature et la violence, on va dire des atrocités, mais surtout en communauté. Là, on pouvait critiquer, on va dire, les précédents parce que c'est une violence individuelle. Là, ça va vraiment aller dans un axe bien plus communautaire, de comment est-ce qu'on gère la violence en tant que ville ou village ou ce genre de choses, mais juste communauté de manière générale. Et je trouve que justement, c'est une super conclusion à cette trilogie parce que ça va aller dans des directions différentes, nouvelles, qui tentent des choses du point de vue féminin. C'est dur d'en parler sans spoiler évidemment parce que parmi les meilleures séquences sont des séquences à spoil, mais c'est une conclusion que je trouve vraiment efficace, intelligente, qui parle de traumatisme, qui va être touchante, qui va parler un peu de comment cette femme va naviguer le monde après ce qui s'est passé et comment elle va vouloir se venger. Et je trouve que les trois films là, pour les avoir vus, et ils sont disponibles en Blu-ray évidemment en tant que trilogie, ils se répondent tous très très bien et c'est très cool de se remater les trois comme ça, et je pense vraiment que vous allez adorer. Donc
que ce soit Lady Vengeance, Sympathy for Mr. Vengeance ou tout simplement Old Boy, il faut les regarder, c'est génial. Et maintenant pour rapidement parler d'une série que j'ai déjà évoquée sur ma chaîne, mais c'est quand même Fleabag que j'adore. C'est très simple, Fleabag, c'est sur Amazon Prime, il y a 2 saisons, 6 épisodes, chaque saison 30 minutes par épisode, et c'est à juste titre adoré. Pour faire très simple, alors je sais pas si je vais faire simple parce qu'en fait le synopsis c'est un peu compliqué, mais c'est l'histoire d'une femme à Londres qui vit sa vie entre ses différents désirs, ses différentes envies, qu'elles soient personnelles, sexuelle, professionnelle, et elle est un peu à la recherche d'elle-même dans une famille et dans une vie qui est pas forcément là pour l'épauler, pour l'aider, et donc son seul soutien, on va dire entre guillemets, c'est nous. C'est la caméra, c'est le 4e mur, elle va constamment regarder la caméra, l'objectif, elle va briser le 4e mur, nous parler à nous, et ça va créer des situations qui sont évidemment très comiques et en même temps très touchantes, et ça va constamment jouer sur ça. La première saison est assez classique en termes de comment briser le 4e mur, c'est la 2e saison qui crée un truc un peu inédit, que moi j'ai jamais vu pour le coup dans le brisage de 4e mur, qui est génial, qui est touchant, et en fait ça qui est bien c'est que c'est hyper inventif en termes de mise en scène, ça va constamment faire des dingueries en termes de scénario, et vu que c'est condensé comme ça en 6 épisodes, 30 minutes à chaque fois, c'est tellement intelligent. Justement parce que ça va parler de choses qui sont, oui, qui sont réelles sur la vie, c'est universel, c'est beau, le point de vue quand même très féminin, surtout par rapport au sexe, qui est hyper intéressant. Il n'y a pas de sexe dans la série, je précise, pour ceux qui ont du mal avec ça, mais elle a quand même un désir sexuel pour plein de raisons différentes, elle a plein de désirs dans sa vie, mais elle vit dans un monde qui est pas fait pour elle, quoi. Que ce soit la ville de Londres, que ce soit ses amis, sa famille, elle se sent un peu seule, elle est triste, c'est aussi une série, je trouve, sur la dépression de manière générale, mais c'est ça qui est bien, c'est la confrontation entre ces différentes idées, entre ce 4e mur, comment jouer sur plein de moments iconiques, drôles et absurdes de la vie, et comment elle les voit, parce qu'elle voit un peu la vie d'une manière trop rigolote, elle est peut-être trop souvent second degré, elle veut rarement affronter ses problèmes et tout, et ça qui est touchant, et je pense qu'il est universel parce qu'on a tous envie d'être un peu Fleabag, on a tous du Fleabag en nous, et je pense que c'est pour ça que ça marche bien, surtout côté féminin, parce que c'est une série qui cartonne chez les femmes, et tant mieux, parce que les gens oublient qu'en fait les femmes aussi regardent des œuvres, et c'est bien d'avoir des contenus d'un point de vue féminin, mais ça, c'est tellement universel, c'est tellement beau, tout le monde est dans la situation de Fleabag, t'as l'impression, et je trouve ça absolument génial comment Phoebe Waller-Bridge, donc l'actrice, la scénariste, et je sais pas si elle réalise, mais je crois pas, en tout cas la showrunner de la série, arrive à partager une sorte de fraîcheur dans le monde des séries, à quel point elle a réussi à marquer une époque, je trouve, vraiment la décennie 2020, c'est un peu une décennie Fleabag aussi. Andrew Scott qui joue le fameux Hot Priest, la dynamique entre les deux est tellement brillante. Donc la saison 1 est vraiment bien, la saison 2 c'est genre le panthéon des séries télé, tellement c'est exceptionnel, c'est génial, c'est beau, c'est fort, donc regardez, et c'est vraiment une demi-heure par épisode, il y a 6 épisodes par saison, ça se regarde très très vite, vous allez tout comprendre, tout voir, vous allez être tellement touché, il y a des séquences qui sont marquantes à vie, genre la fin, il y a un truc, il y a une phrase, oh j'adore, juste à en parler, j'ai envie de me retaper toute la série, tellement elle est bien, donc Fleabag, c'est mortel, regardez Fleabag, c'est bon de tous les points de vue, et oui, c'est tellement rare d'avoir une série qui, oui, est inventive tout simplement, qui change un peu les codes des séries télé. Plein de séries ont entre-temps essayé de l'imiter, c'est pas une blague, vraiment. Donc franchement, Fleabag, c'est pour moi l'une des meilleures séries de tous les temps, donc foncez dessus. Vous êtes 28% à l'avoir vu, et je ne trouve pas que c'est suffisant. Maintenant, pour parler des films que je vous conseille ce mois-ci, j'ai envie de vous conseiller Almost Famous. Alors attention, parce que Almost Famous, il faut voir la version longue, et dure 2h40, et non pas la version de 2h. Il faut regarder la version qui s'appelle Bootleg Version. Almost Famous, c'est l'histoire d'un jeune homme qui va devenir une sorte de journaliste, sauf qu'il a 15 ans, pour un groupe de rock qui va voyager à travers tous les États-Unis, et il va être là, voir un peu c'est quoi leur vie de rockstar, les épauler, vivre un peu avec eux. C'est génial, je en parlerai le mois prochain, mais c'est génial, ça a une énergie folle, vous allez adorer. Pour changer complètement de registre, on va parler de Z. Z, c'est une histoire d'un assassinat politique qui fait que le gouvernement a envie de cacher la vérité, mais certaines personnes s'y opposent. C'est le chef-d'œuvre ultime de Costa Gavras. Si vous l'avez pas vu, regardez-le parce que c'est beaucoup trop bien. Mais là où Almost Famous, c'est vraiment l'histoire du réalisateur Cameron Crowe qui a vécu ça pour le magazine Rolling Stone dans la vraie vie. Il y a un truc biopic, rite initiatique. Z, c'est aussi inspiré de faits réels pour le coup, mais avec une ambiance complètement différente, évidemment. Ensuite, il y avait ce top, vous savez, 500 Letterboxd qui était diffusé récemment, et les gens disaient qu'il n'y avait pas assez de films africains de manière générale. Donc j'ai envie de conseiller un film réalisé par un homme sénégalais qui s'appelle La Noire 2. En fait, c'est l'histoire d'une femme sénégalaise qui veut changer de vie à l'étranger cette fois-ci. Elle va arriver dans le sud de la France et ça va pas se passer comme prévu. Donc allez voir ce film, vous avez un mois, on en parlera le mois prochain. Pour coller maintenant un petit peu à l'actualité, j'ai envie de conseiller un film iranien qui s'appelle Close Up. C'est l'histoire
on va dire, d'un documentaire de fiction qui utilise l'arrestation d'un jeune homme qui se fait passer pour un lesteur connu. Et ça va aller dans plein de directions différentes, sur l'art, sur le pays de manière générale. Bref, c'est un film que j'ai vu il y a des années. J'ai hâte de le revoir justement pour cette vidéo. Il m'a beaucoup touché. Et je voulais choisir un film iranien à la base, un petit peu, voilà, qui parle du gouvernement, qui parle de la guerre. Mais je me suis dit peut-être un film un peu différent, qui parle vraiment du pays, d'un angle peut-être artistique, c'est plus intéressant. Donc Close Up de Abbas Kiarostami est donc le film que j'ai choisi. J'ai envie de conseiller un autre film de David Lynch, Mulholland Drive, justement parce que je l'ai revu, je prépare ma vidéo dessus. C'est un film qui est iconique, c'est un classique, c'est l'histoire d'une femme qui veut percer à Hollywood, qui va devenir actrice, en tout cas qui essaye. Et c'est aussi sa relation avec cette femme, l'autre, qui, on ne sait pas trop qui elle est, ce qu'elle fait, qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Bref, c'est dur d'en parler sans spoiler encore une fois. Regardez Mulholland Drive, c'est peut-être le meilleur film de David Lynch, un classique, un chef-d'œuvre intemporel. On en parlera le mois prochain dans ma vidéo David Lynch. Et pour finir, une série télé, je vous conseille la série que tout le monde a vue évidemment, c'est Tchernobyl. Mais bon, c'est tellement bien, c'est tellement génial, c'est tellement un chef-d'œuvre, c'est tellement marquant, c'est tellement l'une des meilleures mini-séries de tous les temps. Ça raconte évidemment ce qui s'est passé à Tchernobyl dans les années 80. Si vous l'avez toujours pas vu, regardez-la, c'est une pépite. Voilà, c'était les films que je voulais conseiller ce mois-ci. C'était aussi mon avis sur les films du mois précédent. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai envie d'avoir votre avis. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, toutes les vidéos sont disponibles en mode podcast aussi. Mais vous avez aussi un compte Instagram, TikTok et Twitch à donc débloquer. Et je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.